Bonsoir à tous, il est 18h sur Sensation et comme chaque dimanche, c'est l'heure de l'hebdo politique. Cette semaine, je reçois un maire fraîchement élu. Il s'agit de Grégory Garestier, le premier édile de Maurepas. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 24 août 1982 à Versailles, vous avez donc 32 ans. 31. 31 précisément, excusez-moi. Vous avez toujours vécu à Maurepas, vous y avez grandi et fait toute votre scolarité. Titulaire d'un bac plus 5 en sciences politiques, vous vous êtes engagé très jeune dans cette voie dès l'âge de 16 ans. D'ailleurs, que fait un jeune de 16 ans en politique, concrètement ? Il a envie de changer les choses, il a envie de changer le monde. L'UMP, c'est votre parti, puisque vous en êtes adhérent depuis sa création en 2002. Lors des précédentes élections municipales en 2008, vous étiez responsable des jeunes UMP de la 10e circonscription. Vous êtes par la suite devenu conseiller municipal, toujours à Maurepas. Et il y a 2 ans, vous avez été nommé responsable UMP de la ville. C'était alors le début de la conquête de la mairie de Maurepas. Le 30 mars dernier, au second tour des municipales, vous avez gagné avec un peu moins de 50% des voix. Un exploit puisque la ville était à gauche depuis 1989. Avec vous, nous allons revenir sur ces municipales et sur votre projet. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique sur Sensation. Et on commence donc cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Grégory Garestier, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez l'actualité. Est-ce que vous êtes prêt ? Je vous écoute. Alain Juppé est la personnalité politique préférée des Français. L'actuel maire de Bordeaux et ancien Premier ministre devance largement Nicolas Sarkozy qui est 7e et François Fillon qui est 9e. Pour vous, lequel de ces 3 hommes serait le meilleur candidat de l'UMP à la présidentielle de 2017 ? Juppé, Sarkozy ou Fillon ? Très bonne question, je pense que c'est Nicolas Sarkozy. Avec quelle ville la communauté de Maurepas est-elle jumelée, la commune de Maurepas, excusez-moi. Elle est jumelée avec plusieurs villes, on a des villes en Allemagne. Exactement, alors des noms assez compliqués. Hein, Einstettelsburg, c'est ça ? Exactement, et Usedom. Et Usedom, absolument, où j'étais d'ailleurs quand j'étais enfant. Ouais. Nous avons aussi Tirat Carmel, Israël, ouais. Voilà, en Israël, et nous avons une ville aussi en Angleterre. Waterloo, la ville. Ouais. Jean-Louis Berlot, le président de l'UDI, a annoncé dimanche dernier qu'il arrêtait sa carrière politique pour des raisons de santé. C'est une vraie perte selon vous pour la vie politique française ? Une perte, non, parce que c'est un retrait pour le moment. J'espère qu'il va aller mieux, en tout cas dans les semaines qui vont venir. C'est un homme politique de qualité, que je respecte énormément. Il est un peu atypique dans le paysage politique et je pense qu'on en a besoin. Avec la zone d'activité Paris-Ouest, de nombreuses grandes enseignes sont installées sur la commune de Maurepas. L'offre commerciale s'est diversifiée. Mais comment fait-on pour que les commerçants de proximité ne mettent pas la clé sous la porte en même temps ? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre dans les semaines à venir. C'est pour ça que j'ai nommé un adjoint délégué à l'attractivité économique du territoire et au commerce et au marché. Et là, il faut vraiment une politique très volontariste pour aller rechercher de nouvelles activités et dynamiser le centre-ville de Maurepas qui, en effet, a perdu de son dynamisme depuis que la zone d'activité Paris-Ouest s'est étendue, en effet. Vous êtes pour ou contre le travail dominical ? Je suis pour. Les Français dorment en moyenne 6h55 la semaine. Et vous, en moyenne, combien d'heures dormez-vous la semaine ? J'essaye de dormir au moins 7 heures. Ça va être de plus en plus compliqué, j'imagine. Ça va être de plus en plus compliqué, ça commence déjà. C'est tellement passionnant, malgré tout. Mais c'est important quand même de se ménager et d'avoir un bon repos pour avoir les idées claires. J'ai pu lire que vous étiez passionné d'astronomie. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ? La plus éloignée du Soleil ? Ouais. Alors avant c'était Pluton, maintenant ce n'est plus une planète. Il me semble que c'est Uranus, je crois, ou Neptune. Ah, c'est comment ? Uranus, la planète la plus éloignée, voilà. Et Uranus. L'une de vos autres passions, c'est l'archéologie. Qui fut le premier archéologue français à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens ? C'est Champollion. Exactement, Jean-François Champollion, au 19e siècle. Quels sont les jours de marché à Maurepas ? Le mercredi matin et le samedi matin. Exactement, la semaine dernière, c'était le SIDAction. L'occasion de revenir sur ce sondage. 1 étudiant sur 3 n'utilise pas de préservatif. Pour vous, c'est le signe que les actions de prévention et de lutte contre le sida ne sont plus efficaces ? Selon vous ? Ou on n'en fait pas assez ? Je pense qu'on n'en fait pas assez. Je pense qu'en effet, il y a un relâchement de la part de la jeunesse. Peut-être que voilà, les temps changent, mais en tout cas, je pense qu'il faut accentuer la prévention en ce sens. Entre 1,5 million et 2 millions de Français sont installés à l'étranger. Plus d'un Français sur 5 prévoirait de s'expatrier. Il ne fait plus bon vivre en France. Disons que la politique du gouvernement actuel ne favorise pas d'y rester.
Je pense qu'il faut, voilà, il y a un certain nombre de mesures à prendre pour que notre territoire devienne de plus en plus attractif. Et je pense en tout cas que les politiques actuelles ne vont pas dans ce sens. Dernière question, qui était Premier ministre en 1982, votre année de naissance? Il me semble que c'était... il est mort il n'y a pas longtemps. Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, voilà. Exactement. L'hebdo politique. Pendant ces municipales, la ville de Maurepas avait une particularité, le nombre de ses candidats en lice. Au total, vous étiez 7 au premier tour, 3 au second, Michel Chapa d'Hiver Gauche, Ismaïla Vannes du Parti Socialiste et vous-même, Grégory Garestier, UMP-UDI. Tous ces candidats pour une ville de 19 000 habitants, comment ça s'explique? Alors ça s'explique parce que le maire Georges Mougeot ne se représentait pas. Et donc on a assisté à une majorité qui avait éclaté. Et de ce fait, voilà, c'était le bal des égaux à gauche. Et donc ils se sont tous présentés les uns contre les autres pour finalement se retrouver au second tour, mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez regretté ce nombre important de listes ou alors c'était bien aussi pour le jeu démocratique? Ah non, je n'ai pas du tout regretté. Je pense que ça montrait également la vigueur démocratique de la ville de Maurepas, parce que vous savez, s'investir sur une liste aux élections municipales, c'est 33 colistiers. Donc là, on avait un nombre important. 7 fois 33. Voilà, exactement. Donc on avait un nombre important là de candidats, et ça prouve bien qu'on avait quand même des Maurepasiens qui voulaient s'engager dans la vie politique locale. Et en tout cas, ça, de toute façon, j'en étais satisfait, oui. Entre vous et certains de vos adversaires, ce n'était pas forcément le grand amour, notamment avec Pierre Le Guérinel, qui était le candidat proche de l'UDI et qui a décidé au second tour de s'allier avec Michel Chapa, le candidat de gauche. Ça va être difficile de travailler avec l'opposition ces 6 prochaines années, non? Non, je ne pense pas. Le temps maintenant électoral est passé. Je pense que chacun doit être responsable et maintenant agir pour tous les Maurepasiens et non pas pour ses propres intérêts personnels. Donc j'attends aussi que l'opposition soit responsable ces 6 prochaines années. Vous vous posez comme un homme de rassemblement aujourd'hui? Absolument, voilà, j'ai gagné les élections. C'est un fait. Maintenant, au travail, au service des Maurepasiens. Concrètement, pourquoi l'alliance avec Pierre Le Guérinel n'a jamais été possible? Pourtant, lui qui était votre allié le plus proche, en tout cas politiquement, puisqu'il était proche de l'UDI. Pourquoi? Alors, il y a 2 points. Le premier, c'était le manque de confiance. La droite a perdu les élections à cause de Pierre Le Guérinel en 2008, parce qu'il avait été parachuté sur la ville de Maurepas, investi par l'UMP en tant que modem, et qu'il est parti avec Georges Mougeot au second tour. Donc ça, c'est un fait. Il est resté premier adjoint pendant presque 6 ans. Il a démissionné entre-temps. Donc, voyant ce constat, mon équipe n'avait pas du tout confiance en lui. Il n'était pas possible de faire une alliance avec quelqu'un qui a porté le bilan de Georges Mougeot pendant 6 ans. Et le second point, c'est que j'ai toujours su, enfin c'était mon intime conviction, qu'il repartirait à gauche. Donc ceci étant dit, je ne voyais pas en tout cas de possibilité de faire alliance avec Pierre Le Guérinel. Et finalement, j'ai eu raison. Alors, vous n'aviez pas reçu l'investiture de l'UMP pour le premier tour de ces municipales à cause de votre mésentente avec Pierre Le Guérinel. Je l'ai reçue le 14 octobre 2013. Elle a été ensuite retirée pour l'UMP et pour l'UDI parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre nous deux, entre moi-même et Pierre Le Guérinel. Et aujourd'hui, vos relations avec l'UMP, elles sont apaisées? Il n'y a pas d'animosité à cause de ça? Aucune. J'avais le soutien de mon député Jean-Frédéric Poisson, qui était le responsable de l'UMP dans la circonscription. Non, pas du tout. Tout se passe très bien. D'ailleurs, j'ai eu l'investiture de l'UMP et de l'UDI au second tour. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville était à gauche depuis 1989 et la première victoire de Georges Mougeot. Qu'est-ce qui a primé selon vous dans ces municipales? Le désir d'alternance ou finalement le rejet de la gauche, un peu comme partout en France? Est-ce que vous n'avez pas profité de ce rejet-là, plutôt d'une adhésion véritablement pour la droite à Maurepas? Pour être sincère avec vous, je ne pense pas qu'il y avait un rejet de la gauche. Enfin, si, parce qu'on a quand même un effondrement du Parti Socialiste avec la candidature d'Ismaïla Vannes, que je respecte également pour ce qu'il est, parce qu'il a aussi des valeurs et il s'est maintenu au second tour pour les défendre, même si nous sommes opposés. Mais je pense que c'était une forte volonté de renouveau. Vous savez, j'ai tapé à plus de 4000 portes personnellement, et voire au-delà avec mon équipe. Et donc j'ai senti vraiment cette volonté de renouveler les générations après une équipe qui était en place depuis 25 ans. Un quart de siècle, une génération. Donc il était temps de tourner la page. Je vous propose d'ailleurs d'écouter maintenant Ismaïla Vannes, qui était le candidat PS pour ces élections municipales à Maurepas. Il parle notamment de votre élection. En tout cas, si j'en juge par les revues de presse
du lendemain de l'élection qui titrait par surprise à Maurepas Grégory Garesti, maire de Maurepas. Il semblerait que ce soit une surprise. Mais en tout cas, lorsqu'on analyse les choses, il y a un certain nombre d'événements qui concourent à ce que l'UMP gagne à Maurepas. Il est évident que je m'en satisfais pas. C'est une défaite pour nous et c'est un choc pour beaucoup de Maurepasiens qui me l'ont dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maurepas n'est pas un îlot dans les Yvelines et la vague bleue qui s'est un peu propagée sur toute la France a atteint aussi Maurepas. Maurepas fait partie de la France. Et donc je pense qu'il y a eu ce bénéfice de la vague bleue qui a profité aux candidats de l'UMP. Et puis un contexte local qui est pas évident, parce que il y avait plusieurs étiquettes d'hiver Bush. Moi, j'étais le candidat officiel du Parti socialiste. Donc tout ça a joué finalement pour que la ville bascule. Alors, au lendemain de votre élection, on a beaucoup parlé d'une surprise. Pour vous, c'était une surprise également un peu, ou alors vous le sentiez venir? Enfin, surtout là, puisque c'est la victoire. J'ai toujours été confiant dans mes chances de gagner Maurepas. Parce que je me suis préparé à cette élection pendant des années. J'ai même annoncé au lendemain de la défaite de la droite en 2008 que j'allais être candidat. Et donc je me suis préparé pendant 6 ans. Ensuite, je suis devenu conseiller municipal, donc j'ai pu également profiter de cette dimension d'élu que je n'avais pas auparavant. Mais malgré tout, comme le disait Ismaël Avan, moi je dirais qu'il n'y a pas eu de vague bleue. Je dirais que j'ai bénéficié aussi d'un contexte local où tous mes adversaires se sont fédérés contre moi. Et ils se sont fédérés, finalement, faisant des alliances contre nature. Et c'est aussi ça qui a joué contre eux. Et c'est aussi parce que je représentais par ma candidature, et aussi parce que je suis avec mon équipe, une équipe neuve, et j'incarne le renouveau, c'est-à-dire de faire de la politique autrement, axée vers les Maurepasiens, et non pas vers ses propres intérêts personnels. Et ça joue beaucoup. Vous pensez aujourd'hui que Maurepas est devenu une ville de droite? Maurepas a toujours été au centre droit. Les résultats nationaux le montrent. Donc le maire a toujours gagné les élections depuis 89 parce qu'il a bien réussi à diviser l'opposition, mais aussi parce que, vous savez, en règle générale, les habitants sont toujours très attachés au maire qu'ils ont élu. Donc il a bénéficié aussi de cela. Donc après, on verra dans les années qui viennent. Michel Chapa, votre adversaire numéro 1 de ces élections municipales qui a rassemblé 37% des voix au second tour, a annoncé qu'il se retirait de la vie politique maurepasienne suite à sa défaite. Votre réaction là-dessus? Je crois qu'il ne se retire pas encore de la vie politique puisqu'il était encore hier soir au conseil communautaire pour l'élection du président. Il était présent. Donc drôle de manière de se retirer de la vie politique. Là aussi, encore une promesse qui n'a pas été tenue. En tout cas, vous souhaitez qu'il reste ou qu'il quitte Je pense que c'est à lui d'en décider, mais vous savez, après 25 ans au service de la commune, et après une sévère défaite quand même, il y a de sérieuses questions à se poser. En tout cas, Michel Chapa n'a pas souhaité s'exprimer sur son compte personnel, il n'a pas voulu répondre à nos demandes d'interview. Après votre victoire, vous avez insisté sur l'idée de renouvellement, vous êtes jeune, vous avez 32 ans, désormais c'est place à la jeunesse à Maurepas, 31 ans, excusez-moi, c'est place à la jeunesse à Maurepas? Oui, c'est place à la jeunesse, mais c'est surtout place à une équipe neuve, une équipe sincère, une équipe intègre. Avec des gens d'expérience. Avec des gens d'expérience, avec des Maurepasiens de toutes les générations, parce que pour travailler tous ensemble, il faut toutes les personnalités possibles, toutes les compétences, toutes les expériences, tous les âges. C'est pas une question de jeunesse, c'est une question de renouvellement des générations et surtout d'être dans l'air du temps. Voilà, Maurepas a été dépassé par les villes voisines et il est temps de rattraper ce retard. En tout cas, pour prouver à quel point vous êtes un maire jeune, l'âge moyen des maires de France, c'est un peu moins de 57 ans. On dit que votre mentor dans les Yvelines, c'est Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, élu lui aussi pour un 4e mandat. C'est vrai ça? Il vous a aidé pour ces municipales? Conseiller peut-être? Conseiller parfois, comme Jean-Frédéric Poisson, mon député. Non, je n'ai pas de mentor, je suis libre. Je suis libre, mais en effet, j'ai été aidé. Vous avez travaillé pour lui? Absolument, oui, là j'étais absolument fonctionnaire au sein de la collectivité d'Elancourt pendant 6 ans. Il n'y a pas du tout en effet de correspondance avec mon activité politique à Maurepas, j'ai toujours scindé les deux. Et en tout cas, j'ai beaucoup appris. 6 ans en travaillant dans une collectivité de 10 000 habitants de plus que Maurepas. Et donc, fort de ces expériences, je vais les apporter maintenant au service des Maurepasiens. Et j'ai décidé d'ailleurs, la semaine dernière, de quitter mes fonctions au sein de la mairie d'Elancourt
avec le salaire qui va avec, pour me consacrer uniquement à mon mandat de maire. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale et on revient tout de suite après, on parlera de votre projet pour Morpa. L'hebdo politique. On s'intéresse maintenant à votre projet municipal. Vous avez été actif pendant toute cette campagne sur plusieurs points, scolarité, fiscalité, sécurité, mais il y a peut-être un point qui est revenu plus souvent que les autres, c'est l'urbanisme. C'était d'ailleurs l'objet de votre dernier tract. On pouvait voir inscrit en gros dessus non à la construction de 500 logements au village et 300 logements à la Malmedonne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec Grégory Garesti à la tête de Morpa, il n'y aura pas de construction de logements dans les 6 prochaines années ? Non, c'est pas. Il y aura des constructions de logements parce qu'il y a quand même une obligation légale d'en construire et il faut aussi que le territoire reste dynamique et qu'il accueille une nouvelle population. Mais j'étais contre ces constructions parce qu'elles ne correspondaient pas au caractère ville et à la campagne de Morpa, que je souhaite préserver et surtout faire les choses avec les Morpasiens. Le plan local d'urbanisme qui a été voté en janvier 2013 par l'ancienne majorité prévoyait ces constructions et j'ai toujours regretté que les Morpasiens ne soient pas associés à ces constructions qui les concernent directement. Et donc, je vais lancer une grande consultation municipale sur tous ces sujets. Et à chaque fois qu'il y aura des constructions qui seront prévues, je les ferai avec les Morpasiens. C'est-à-dire concrètement, vous allez faire quoi ? Un droit de vote aux Morpasiens ou juste pour savoir ce qu'ils en pensent ? Et Non, après... je vais concerter la population, leur présenter des projets, et puis nous trancherons ensemble. C'est le conseil municipal qui tranchera, avec l'avis des Morpasiens. Mais en tout cas, je ferai les choses avec les habitants. Pour revenir sur l'offre de logement, vous considérez qu'aujourd'hui elle n'est pas satisfaisante à Morpa ? Nous avons un certain nombre de... Non, elle n'est pas satisfaisante parce qu'on a quand même des territoires aux alentours qui construisent des logements et donc finalement on a une population aussi qui s'en va de Morpa. Il faut quand même qu'on permette à nos jeunes et aux jeunes couples de pouvoir rester à Morpa parce que c'est une ville dans laquelle on s'y sent bien. Et donc de ce fait, il faut qu'on regarde sur l'ensemble du territoire, hein, là où on peut densifier, là où on ne pourra pas densifier. Et donc il y a toutes ces questions à se poser dans l'avenir. Et c'est pourquoi j'ai défendu ce pourquoi j'étais contre hein, pendant cette campagne municipale, parce que c'est un point important. Je veux préserver le cadre de vie des Morpasiens, je veux améliorer leur qualité de vie, mais tout en faisant les choses avec eux. La tâche, elle est lourde, elle est importante, parce qu'on a un certain nombre de logements à construire. Et donc, dans les jours à venir... Vous savez exactement le nombre de logements qu'il faut construire aujourd'hui à Morpa pour... Alors, j'ai reçu la loi. une lettre des autorités préfectorales il y a quelques jours qui demande de construire 793 logements sociaux. pour arriver au taux des 25%. 25%. Aujourd'hui, vous en êtes à 15%. On est à 17,5% en comptant la résidence étudiante. Mais c'est dans un horizon 2020-2025. Hein. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en place et maintenant, il faut savoir où on va les construire, comment on va le faire et avec qui. Voilà, là, je consulterai la population morpasienne et je souhaite déjà densifier les parcelles qui sont déjà en tout cas construites. Alors, on en a un peu parlé, mais deux particularités qui concernent la ville de Morpa, c'est une population qui vieillit. Oui. Il n'y a que la part des plus de 60 ans qui augmente et une population qui a tendance à légèrement baisser en nombre. Il faut donc faire venir des jeunes et les retenir. Et ça passe forcément par une nouvelle offre de logement, des plus petits logements, c'est ça, plus accessible ? Oui, plus accessible, pas forcément aussi des logements sociaux. Hein, ça peut être aussi des logements, des 2 pièces, des studios pour faire venir une population un peu plus jeune. C'est indispensable parce que ce phénomène de vieillissement, on le retrouve dans toute la France, hein, de toute façon. Mais voilà, Morpa a très peu de terrain disponible, donc il faudra étudier différentes possibilités sur la commune pour voir là où on peut en tout cas construire de logements. De nouveaux logements. Autre thème de campagne, c'était la fiscalité. Vous avez promis de ne pas augmenter les impôts lors des 6 années à venir. Absolument. Vous êtes sûr de pouvoir tenir ce pari ? Sûr et certain ? Je tiendrai. Je tiendrai parce que déjà, en arrivant, j'ai demandé un audit financier de la collectivité. Vous avez des doutes sur la situation financière de la ville ? C'est pas des doutes, c'est d'avoir un regard indépendant sur une gestion qui a duré pendant 25 ans. Et donc de vérifier nos marges de manœuvre et d'être aiguillé, d'avoir des conseils aussi d'un cabinet indépendant pour savoir là où on peut aller, comment on le fait et sur quelle période. Donc cet audit financier va nous aider à développer mon projet parce que j'ai toujours dit aux Morpasiens, c'est pour ça que mon projet a été modeste, j'ai toujours dit aux Morpasiens qu'en fonction de la situation financière de la collectivité, s'il y a des propositions que je ne pourrais pas mettre en œuvre pendant mon premier mandat, je ne les mettrai pas en œuvre. Mais je dirai toujours la vérité aux Morpasiens. Mais si avec cet audit, il y a des mauvaises surprises, vous découvrez des mauvaises surprises, il va peut-être falloir trouver de l'argent et du coup peut-être augmenter les impôts. Non, De pas facto. forcément, on pourra réduire les dépenses. C'est ce que
J'ai souhaité, en tout cas, je l'ai dit aux Morpasiens dans mon projet, que je souhaitais réduire les dépenses publiques parce qu'il n'y a pas de raison que les ménages, les Français, les Morpasiens se serrent la ceinture et que la collectivité, au travers de l'argent public qu'elle reçoit, ne baisse pas ses dépenses. Alors Donc là, vous souhaitez faire des dépenses de fonctionnement, excusez-moi, concrètement lesquelles? Est-ce que vous avez déjà ciblé peut-être, je sais pas, des alors là, événements culturels on est en cours, là, il n'y a pas encore d'arbitrage qui sont rendus. Avec mon adjoint aux finances, à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, nous sommes en train de regarder là où nous pouvons en tout cas baisser les dépenses, parce qu'il y a certaines augmentations qui se font naturellement. Et puis on a quand même une baisse de la dotation de fonctionnement de 270 000 euros cette année. Et donc il faudra en tout cas vérifier là où on peut compenser cette perte d'argent. Mais vous savez déjà combien d'économies vous voulez faire ou pas du tout? Vous savez, vous voulez faire des économies, mais combien, un paquet de combien? Alors, je vous dis, les arbitrages ne sont pas encore rendus, mais il faudra en tout cas imaginer une baisse de 1 ou 2% du budget de fonctionnement de la collectivité. Qui est aujourd'hui De de... 35 millions d'euros. Peut-on imaginer aussi une baisse de certains services, peut-être, qui étaient peut-être à vos yeux inutiles ou pas très fonctionnels? C'est pas une question d'inutile. Je pense que une nouvelle équipe, c'est une nouvelle politique. Et donc, elle a un regard différent sur les choses. Et après avoir rencontré beaucoup les directeurs de service ces jours-ci, il y a beaucoup à faire. Il y a certainement des réorganisations, ça c'est clair. Il y a des équipements à mutualiser. Et donc, il faut réfléchir à tout ça. Parce que l'alternance, le renouveau, le changement, c'est aussi positif. On n'est pas obligé de rester immobile. Il faut que les choses bougent. Aussi avec la modernisation des services publics, avec le numérique, il y a des services qui vont évoluer. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la difficulté pour les mairies aujourd'hui, c'est la baisse des dotations aux collectivités territoriales, moins 1,5 milliard en tout cette année. Même chose l'année prochaine. Si on ajoute à cela la baisse des dépenses que vous voulez réaliser, ça va être une équation très difficile à résoudre. Ça va être difficile. Il va falloir faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité. Mais voilà, je suis prêt avec mon équipe. J'ai été élu aussi sur mon programme, sur cette volonté aussi de faire les choses avec vérité. Et comme je l'ai dit, je dirai toujours la vérité aux Morpasiens sur une transparence totale de ma gestion, de la gestion de la collectivité. Et donc, il y a des efforts à faire. Il ne faut pas oublier que c'est de l'argent public. Et donc, cet argent public, le premier magistrat de la commune doit rendre des comptes. Et donc, je rendrai des comptes et je dirai aux Morpasiens la manière dont on va procéder, en tout cas dans la gestion de la collectivité. Un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'école. Et à la rentrée prochaine, vous allez devoir mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Une réforme que vous dénoncez, que vous avez combattue. Les rythmes scolaires, c'est un nouveau coût pour la ville. Vous connaissez d'ailleurs le montant exact de ce coût pour Morpa, pour la rentrée 2014? Oui, alors il est prévu. Alors la réforme qui a été programmée par l'équipe précédente était à minima. Elle avait été budgétée en tout cas à 140 000 euros, sans compter les équipements publics ouverts le mercredi matin. Donc on grimpe facilement à 300 000 euros. Pour ce qui est de cette réforme, moi j'ai toujours dit que je souhaitais un ajournement, un report. Donc je rencontre le sous-préfet dans quelques jours pour en parler. Et j'attends également les nouvelles directives du ministre. Et si jamais il est impossible de la reporter, vous allez devoir tout refaire à zéro ou vous allez reprendre le travail qui a été fait par votre prédécesseur, Déjà, Georges Mougeot? je vais voir avec le nouveau ministre Benoît Hamon. J'attends de voir ses directives. Ensuite, je vais vérifier les choses avec le sous-préfet. Je serai en tout cas très ferme sur le report de cette réforme qui, à mon sens, est une aberration économique, familiale et éducative. Après, parce que je suis aussi un républicain et donc je respecterai la loi, et en plus, la réforme des rythmes scolaires n'est pas une loi mais un décret. S'il faut, en tout cas, on est obligé de l'appliquer malgré tout, je reverrai les choses, oui. Je referai une consultation avec les enseignants et en tout cas ceux qui sont concernés par cette réforme parce que ça n'a pas été le cas auparavant. Alors vous parlez d'une aberration économique pour cette réforme des rythmes scolaires. Pourtant, vous voulez mettre en place pour les écoles de Morpa une réforme qui va coûter cher, c'est les tablettes numériques. Vous voulez instaurer la tablette numérique, ça va coûter cher ça aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je n'ai pas dit que je souhaitais mettre les tablettes numériques. Je souhaite étendre déjà les tableaux numériques interactifs, la visioconférence et le soutien scolaire en ligne. Mais avant ça, j'ai toujours dit que je souhaitais déjà rénover les écoles. Parce que le numérique, c'est bien, mais il faut déjà rénover les structures dans lesquelles les enfants et les enseignants exercent. Refaire les écoles? Donc, rénover nos écoles. On a de gros problèmes dans certaines écoles. Moi-même, j'ai fréquenté l'école de la Malmedonne quand j'étais enfant, l'école de la Haute-Futay, et quand j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient changé. Donc, c'est un gros problème. Je sais que c'est une forte volonté, en tout cas du personnel enseignant. Et donc déjà, il faut rénover nos structures avant de passer au numérique. Les deux peuvent se faire en même temps.
mais il y aura des arbitrages à faire. On écoute maintenant de nouveau Ismaël Havane, représentant du Parti Socialiste à Morpa. Il nous donne son avis sur le basculement à droite de la ville. Pour lui, le changement va au-delà de Morpa. Morpa est une ville, et à côté de ces villes-là, il y a Elancourt, il y a Coignères, il y a des communautés, il y a une communauté de communes qui est la communauté des étangs, il y a la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et il faut situer Morpa dans ce contexte-là, plus le contexte local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tout autour de nous, tout un ensemble de villes ont basculé à droite. Et la Casquille, en l'occurrence, Saint-Quentin en Yvelines, est à droite. La CCE est à droite, alors que le président de la CCE était de gauche. Donc ça, c'est des éléments qui vont lourdement peser sur l'avenir de ces territoires. Pendant très longtemps, Saint-Quentin était à gauche, et je pense que à tous ceux et toutes celles qui disent à tort que la gauche et la droite, c'est la même chose, ils vont certainement se rendre compte qu'une gestion de gauche de Saint-Quentin qui est saluée par tout le monde et qui est une réussite territoriale, aujourd'hui, à l'aune du basculement de Saint-Quentin en Yvelines et d'un certain nombre de communes, on va voir clairement les différences entre la gauche et la droite. Donc ça va certainement jouer, j'imagine, sur la politique du logement, parce que le logement est un instrument politique, sur la solidarité certainement. En tout cas, nous, quand je dis nous, c'est les hommes et femmes de gauche à Morpa, nous sommes dans l'opposition et nous allons veiller à l'intérêt des Morpasiens, que un certain nombre d'acquis soient préservés, parce que c'est important pour nous et nous jouerons notre rôle à plein pour permettre une alternance dans 6 ans. Un mot sur la communauté de communes des étangs dont Morpa fait partie. Des candidats municipaux s'étaient déclarés favorables pour rejoindre l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que c'est votre cas? Ou alors depuis le basculement de la communauté de communes des étangs à droite, vous vous dites que... Alors pour la communauté de communes des étangs, sachez qu'hier j'ai été élu premier vice-président de la communauté de communes des étangs. Le président en est le maire des Brévières, Yves Maury, et j'ai également 2 vice-présidents qui représentent Morpa, parce que Morpa était une grande ville. Pour ce qui est de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, moi je n'ai jamais caché en tout cas mon souhait de retourner dans la ville nouvelle, parce que Morpa a un même bassin de vie qu'Elancourt et les autres villes qui les composent. Morpa est une ville nouvelle depuis les années 60, voilà, on s'est construit avec elle. Vous l'aviez quitté en 1984, avec une sortie effective en 86. D'ailleurs, ça nous a coûté cher. On a terminé de payer le contentieux il y a quelques mois. Donc voilà, il faut réfléchir à l'avenir du territoire et de faire les choses avec un projet, surtout intercommunal, cohérent. Pour rien vous cacher, là, dans l'intercommunalité dans laquelle on est, on n'a pas grand-chose en commun. Ouais, vous avez 19 000 habitants, ça représente à peu près 50% de la population. Oui, voilà. Alors, on n'a pas grand-chose en commun, mais malgré tout, ça peut être aussi positif pour le côté rural un peu. Mais bon, en même temps, ça n'apporte rien en termes de financement public, parce que moi, je vous le rappelle, j'ai quand même mes bâtiments sportifs et mes écoles à rénover. Et je pense que j'aurais davantage de chances de pouvoir le faire avec les investissements d'une communauté d'agglomération plutôt qu'avec une communauté de communes des étangs. Voilà. Vous n'avez pas peur d'être finalement la 8e ville, la dernière roue du carrosse, si vous arrivez à Saint-Quentin-en-Yvelines? Non, déjà, il faut que ça se fasse sous conditions. J'ai toujours dit aux Morpasiens que je ne monterai pas la pression fiscale. Et c'est pour ça que dans l'audit que j'ai demandé aussi, j'ai demandé à ce qu'on ait les conséquences également d'un retour dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Mais si Morpa rejoint la communauté de Saint-Quentin, déjà, j'ai toujours dit que je ferai les choses avec les Morpasiens. Ça, c'est clair. Pour leur expliquer la situation, pour qu'ils puissent également se prononcer sur le sujet. Mais il n'y a pas que Morpa. Une consultation peut-être? Une consultation, des réunions publiques, voilà, il y aura un certain nombre de choses qui seront faites avec les Morpasiens. Mais si Morpa rejoint la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, apparemment ce ne sera pas la seule ville, puisque peut-être que Villepreux, Les Clays, Plaisir rejoindront également la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, parce que la loi va imposer des ensembles de 200 000 habitants. Donc Morpa n'est pas que concerné. Est-ce qu'il y a peut-être un calendrier qui peut être fixé pour rejoindre Saint-Quentin, ou vous avez aucune Alors, idée? il me semble que les autorités préfectorales, en tout cas le cadre de la nouvelle loi, c'est déjà de déterminer un nouveau schéma au 1er septembre 2014 pour un changement effectif au 1er janvier 2016. C'est encore un peu flou, mais en tout cas, ce sont les éléments que j'ai en ma possession aujourd'hui. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
Voilà, c'est la fin de cette hebdo politique. Merci Grégory Garestier d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, vous êtes le nouveau maire UMP de Morpa, une ville qui était détenue par la gauche depuis 1989. La semaine prochaine, l'hebdo politique spéciale élection européenne. À 1 mois et demi de l'élection, nous serons au Parlement européen de Strasbourg. L'hebdo politique sur Sensation.